Donc, bonjour à tous et puis merci d'être là. Donc, je m'appelle Vincent Pujos, je suis designer et j'ai cofondé Sensipod il y a maintenant 15 ans. Et donc, alors je me présente rapidement. Sensipod, c'est une agence d'innovation par le design. Il y a un an, le groupe Sigma est entré au capital. Et l'objectif est qu'ensemble, on mette l'humain au cœur de la transformation digitale des entreprises. Alors, Sensipod, rapidement, c'est 3 métiers. Effectivement, accompagner la mise en place de l'innovation dans les organisations, améliorer le parcours client et concevoir des dispositifs digitaux. Alors, c'est plus particulièrement là, sur le parcours client aujourd'hui qu'on va s'intéresser. Et alors on a quelques métiers clés sur lesquels on intervient, la banque, l'assurance, sur la Smart City, l'énergie, la santé. Et concrètement, je vais partager avec vous mon métier et la manière, les expériences qu'on a sur ces secteurs. Alors aujourd'hui, plus particulièrement, l'idée c'est de parler de la digitalisation comme étant une opportunité de repenser son parcours client. Et pour ça, je vais vous l'illustrer. Alors, pour beaucoup d'organisations, finalement, la digitalisation, ça va se résumer à créer une application, à un logiciel qui va permettre à un collaborateur, à un client, à un usager de réaliser des tâches qu'il réalisait jusque-là par fax, par téléphone, à travers effectivement du courrier, et parfois qui nécessitait un déplacement physique. Et l'avantage, effectivement, en travaillant en ligne, c'est qu'on va être capable de travailler chez soi, dans le métro, mais surtout n'importe quand. Alors c'est en ça, effectivement, que ça apporte un champ d'opportunités assez immense, mais et donc du coup, effectivement, la digitalisation de son activité va apporter plus de souplesse, autant pour le client, l'usager, effectivement, qui n'est plus contraint par des horaires, par des lieux, que pour le collaborateur qui va pouvoir se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc finalement, c'est un bon moyen de rationaliser des dépenses et de gérer de la satisfaction. Et ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, un objectif qu'on rencontre dans beaucoup d'organisations où on vous dit « faites plus avec moins d'humains, avec moins d'argent ». Par contre, malheureusement, ce qu'on anticipe moins, c'est l'impact que la digitalisation va avoir sur l'ensemble du parcours client, et notamment aussi sur l'impact sur les collaborateurs et leur métier. Et c'est ça, alors je vais vous l'illustrer à travers un petit exemple. Par exemple, il y a quelques années, lorsque vous vouliez aller au restaurant, finalement c'était assez simple. Vous regardiez dans le bottin, vous cherchiez un numéro de téléphone, vous appeliez pour réserver. Vous pouviez aussi vous déplacer directement, alors en prenant rendez-vous, en réservant avant ou pas. Et puis, vous pouviez demander un conseil à un ami, et c'était à peu près tout ce que vous aviez comme source. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez que c'est un peu plus riche, c'est plus simple pour vous, parce que vous avez davantage de points de contact. Vous pouvez regarder des avis sur Internet, sur la qualité de service apportée par le restaurant. Et puis, le restaurant, quant à lui, il peut aussi distribuer via des plateformes comme Deliveroo ou Uber Eats, finalement, apporter ses services directement chez vous. Donc, vous voyez bien que dans ce schéma, le digital a un impact assez fort sur le parcours client, mais également sur le métier du restaurateur. Et là, le restaurateur, aujourd'hui, il doit être capable d'interagir avec ses clients sur les réseaux sociaux. Et donc, ce que l'on constate également, c'est que du coup, le digital, mais ça paraît évident, n'est pas opposable à l'humain. Et il doit s'inscrire effectivement dans une complémentarité. Alors, ça, sur cet exemple-là du restaurant, je l'ai pris volontairement parce qu'il est assez simple à se modéliser. Mais quand on attaque effectivement des sujets un petit peu plus complexes, comme la banque, l'assurance, tout de suite, ça devient, ou un système de santé, là, la place du digital et l'impact que ça a sur les relations humaines, sur la qualité de service est moins évidente. Et le deuxième point, c'est qu'au moment où vous allez rentrer dans le restaurant, dès les premières interactions que vous allez avoir avec l'équipe, en fait, vous allez être assez attentif à l'ambiance.
Est-ce que vous vous projetez, est-ce que je vais passer un moment agréable? Et ça en dit souvent assez loin sur la qualité de l'ambiance déjà elle-même au sein de l'équipe. Et ça, c'est le deuxième point que j'aborderai. Donc, finalement, à travers cet exemple, vous voyez bien que la digitalisation ne doit absolument pas s'opposer à l'humain, mais bien au contraire. Alors, c'est une chose simple de le dire, et je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus, mais par contre, quand on intervient dans des organisations, finalement, on voit peu de projets où on a les RH, le marketing et la DSI qui sont ensemble à travailler sur ces projets digitaux. On voit peu de sociologues, d'anthropologues sur ces projets de digitalisation. Or, c'est bien les RH qui vont être capables de s'assurer qu'effectivement l'impact de la digitalisation est bien accepté dans l'organisation, et c'est bien des métiers des sciences humaines qui vont être capables de s'assurer qu'on a bien intégré l'humain au cœur de ces sujets de transformation. Donc, lors de ce tutoriel, en fait, je veux vous montrer à quel point, finalement, travailler son parcours client peut être primordial pour à la fois faire intervenir le digital de manière judicieuse sur le parcours client, dans une complémentarité, dans une approche multicanale, et donc dans une complémentarité des différents canaux, un peu comme en communication. Et puis, que le digital... Alors, le travail sur le parcours client doit permettre de mieux satisfaire les attentes de vos clients, mais également soulager vos collaborateurs. Et ça, c'est le concept qu'on appelle la symétrie des attentions et que j'évoquerai en deuxième partie. Alors, pour vous exprimer tout ça, finalement, ce que je vous ai évoqué là, c'est que la digitalisation exclusive va pas pouvoir répondre à toutes les questions et toutes les attentes. Alors vous voyez pourquoi? Parce qu'on est tous, personne n'est égaux, et ça je vous l'apprends pas. Mais on va prendre l'exemple d'une activité tertiaire comme l'assurance, mais ça pourrait être une banque, une mutuelle, la CAF, peu importe. Un syndic de copropriété, vous êtes tous confrontés. On doit tous traiter avec ces institutions, mais pas tous au même niveau, parce qu'on n'est pas tous égaux. On n'a pas fait les mêmes études, on n'a pas la même culture. Et puis, on n'a pas les mêmes formations et ni même la même appétence en fait, à traiter des tâches administratives. Alors Thomas T, vous reconnaîtrez peut-être, est ce qu'on appelle un phobique de l'administratif, et moins il en fait, mieux il se porte. L'idée même en fait, de faire de l'administratif l'angoisse. Il fait l'autruche jusqu'à ce qu'on lui tombe dessus et qu'on le menace de couper ses droits. Mireille, elle a 76 ans, elle a un ordinateur, mais par contre, elle est de la génération du papier, où tout se faisait effectivement avec papier. Puis elle est perdue en fait sur l'espace client, sur votre espace client, et elle aime recevoir des informations importantes par courrier parce que c'est un médium qui est important pour elle. Et Dounia, elle est étudiante indienne. Elle est arrivée en France il y a quelques mois pour ses études. Voilà, elle ne parle pas encore le français. Elle a une tonne de démarches, comme vous en doutez, administratives à faire. Et puis Thierry, c'est un profil personne agressive. Lui, dans une situation difficile, il vient, il vous appelle, il se déplace et il déverse son mécontentement sur les collaborateurs dans l'espoir que ça va permettre d'accélérer la résolution des problèmes. Alors, grâce au digital, en fait, la plupart du temps, on va essayer de rendre tous nos utilisateurs autonomes. Et là, on voit bien qu'en fait, alors autonome, ça veut dire qu'en fait, ils vont faire les tâches qu'ils doivent faire sans qu'on ait en fait à s'occuper d'eux. Alors là, vous imaginez bien quand même que dans le cas de ces personas, de ces situations, tout ne va pas se passer comme on l'imaginait. Alors ces personas, on va leur donner effectivement des situations assez concrètes. Par exemple, Thomas, le phobique, il vient de perdre ses droits parce qu'il n'a pas fourni de justificatif de domicile à temps. Mireille, elle vient de perdre son mari, elle aimerait avoir des renseignements sur ses droits. Voilà. Prisha, elle aimerait qu'on lui explique en indien comment faire les démarches pour prendre une assurance qui est la garantie, qui va lui permettre d'avoir un appartement. Et Thierry, l'agressif, lui, il vient d'avoir un accrochage. Il est responsable, mais il a une assurance tout risque et il est à 6 mois d'avoir son bonus à vie. Et là, il n'est pas content et il hurle et il a envie de voir le directeur. Donc, vous voyez que dans ces différentes situations, digital, ce n'est pas forcément la réponse. Donc ça, c'est des personas qu'on utilise tous les jours. Et il y en a plein d'autres.
pour challenger les services qu'on construit. Et on va chercher justement des gens qui sont dans des situations de la vraie vie, des gens qui sont un petit peu des extrêmes et qui vont nous bousculer dans nos scénarios un peu rêvés, dans nos scénarios un peu lisses qu'on imagine dans le monde des bisounours. Alors, vous voyez bien qu'un espace client, un chatbot, une boîte vocale automatisée ne sont pas toujours les réponses adaptées. Et en tout cas, ce ne sont pas les réponses qui sont attendues par ces clients que je viens de vous présenter. Parce qu'elles ne vont pas répondre forcément correctement, elles ne vont pas être adaptées à ces situations. Donc on peut aussi se dire l'autre solution, et qu'on entend souvent, c'est que ces clients, c'est des cons. Et puis que finalement, ils n'ont qu'à se débrouiller, s'adapter, évoluer. Alors, ce qu'on constate, par contre, c'est que si les comportements et les situations que je vous ai présentées, mais d'autres, ne sont pas clairement identifiés, et qu'on ne met pas de parcours personnalisé avec des réponses spécifiques en place, en fait, on prend 2 fois plus de temps à traiter leurs problèmes. Je vais vous l'expliquer, je vais vous le montrer effectivement juste après. Dans cette compagnie d'assurance, alors elle propose un certain nombre de points de contact. On a l'espace client, les emails, le courrier, une plateforme téléphonique, un espace libre-service où vous allez pouvoir trouver des dispositifs digitaux en libre accès, de l'accueil sur rendez-vous et puis de l'accueil spontané, sans rendez-vous. Finalement, la plupart du temps, en fait, quand on se lance dans un projet de digitalisation, souvent, l'objectif, c'est de recanaliser les flux vers l'espace client pour libérer de la bande passante, puisque les budgets pour développer l'espace client, on les a pris un petit peu sur les autres canaux notamment. Alors, dans la vraie vie, vous voyez ce qui se passe. Thomas, toujours notre phobique de l'administratif, il reçoit son courrier de radiation. Alors, on rappelle que ce phobique de l'administratif, lui, il ouvre même pas ses courriers de relance. Il ne paye pas ses factures, ou en tout cas, il les paye en retard. Et il n'a pas renvoyé le document qui permettait de traiter son dossier. Donc, c'est pour ça qu'il reçoit son courrier de radiation. Alors, il appelle la plateforme téléphonique pour se plaindre. Il engueule la personne. Voilà. Deuxième fois, il rappelle après avoir raccroché violemment. Bon, là, il est dans une attitude un petit peu plus de compréhension et d'écoute, parce qu'il aimerait bien quand même traiter son problème. Et puis, on lui indique en fait qu'il va falloir qu'il se connecte à son espace client. Mais il a perdu son identifiant, il a perdu son mot de passe également. Donc, il décide de se déplacer, de se rendre sur place, sans rendez-vous. Alors là, on va lui expliquer que par rapport à son problème, il faut prendre un rendez-vous. Donc, il prend un rendez-vous, il vient à ce rendez-vous, et là, il lui manque des pièces pour finaliser son dossier. Alors tous ceux qui ont travaillé dans la banque, voilà, ça doit leur rappeler pas mal de souvenirs. Donc on va lui proposer un deuxième rendez-vous, puis à ce deuxième rendez-vous, il ne vient même pas parce qu'on l'a déjà épuisé. Alors, vous allez me dire encore que c'est son problème finalement, que ce n'est pas le vôtre, parce que c'est lui qui est responsable, et puis il est grand. Sauf que quand vous faites le bilan de ce qui vous a coûté, de l'énergie que vous avez mobilisée simplement à essayer de résoudre son problème et à le prendre en charge, finalement, vous vous dites que c'est votre problème, et c'est probablement lui le problème qui fait qu'on n'arrive pas à s'occuper de manière qualitative des autres personnes. Donc, alors pourquoi c'est votre problème? Parce qu'il vous mobilise toute la bande passante, il mobilise du temps de collaborateurs, et il en mobilise beaucoup plus que nécessaire. Donc si on regarde sa courbe des émotions, on s'aperçoit que Thomas, en plus, lui, sur son parcours, il souffre. Alors, pour la simple et bonne raison que c'est un phobique de l'administratif, et on a rendu encore plus complexe et plus long une tâche à laquelle il ne voulait pas mettre d'énergie et qu'il évitait à tout prix. Ses besoins, finalement, c'est quoi? C'est d'être rassuré, d'avoir une information claire, de se sentir accompagné, et surtout qu'on fasse tout à sa place. Et ce dernier point, il est assez important parce que ça peut être l'opportunité de services différenciants. Je vais vous exprimer ça à travers une autre image. Finalement, vouloir rendre autonome Thomas, c'est un peu comme si vous donniez à votre enfant qui se réveille en pleine nuit suite à un cauchemar une tablette avec un MOOC pour lui apprendre à gérer son stress. Ce n'est pas du tout la réponse que lui attend. Votre enfant, il attend un câlin, et Thomas, il attend effectivement qu'on le rassure, qu'on le prenne en charge et qu'on l'accompagne. Alors, quoi qu'il en soit,
qu'on estime qu'il en vaille la peine ou pas, il faut être capable de détecter Thomas comme un phobique de l'administratif le plus tôt possible. Et puis Mireille comme une personne âgée, Thierry comme une personne agressive, pour les accompagner à travers des parcours personnalisés. Et c'est souvent une solution contre-intuitive, car dans le cas de Thomas, notamment, la solution va être de prendre rendez-vous avec lui le plus rapidement possible, et même, dans certains cas, de se déplacer chez lui. Et ça, c'est un cas qu'on a étudié. Et après calcul, on s'est aperçu que pour certains types de profils, ça valait plus le coup d'avoir une task force qui pouvait se déplacer directement chez les clients pour traiter, parce que c'est là que les clients ont leurs pièces administratives, qu'ils ont... voilà. Donc à travers cet exemple, on comprend bien qu'on ne peut pas vouloir canaliser tous les clients vers un seul mode de contact. Donc il faut raisonner son service et son expérience client dans une approche vraiment multicanale, comme en communication finalement. Alors cette approche, ça va permettre d'optimiser chaque canal en complémentarité avec les autres et en exploitant au mieux la valeur ajoutée en fait, finalement de chaque canal. Et pour cela, encore une fois, c'est bien de le dire, il va falloir travailler ensemble, faire travailler ensemble des équipes qui gèrent des points de contact, et souvent des points de contact très différents. Et souvent, ces équipes appartiennent à des services, voire à des directions qui sont très différentes. Et c'est bien ça l'enjeu, c'est d'arriver à faire travailler la DSI et le marketing qui peuvent s'être mis ensemble pour accompagner sur les services digitaux, de les faire travailler avec des gens responsables du support, par exemple. Donc l'idée est bien d'utiliser les canaux à forte valeur ajoutée, comme le sont les rendez-vous physiques, pour des situations et des profils qui nécessitent vraiment ce type d'engagement. Alors là, on a par exemple un parcours matérialisé qui va permettre de révéler les comportements et les situations précises qui nécessitent un dispositif particulier. Alors ça peut être un dispositif digital, un dispositif physique, des micro-dispositifs qui, ensemble, vont permettre d'accompagner le parcours et les différents parcours en fonction de personas avec des situations bien différentes. Et donc, l'objectif de ces dispositifs, c'est de s'adapter aux attentes et besoins des clients, mais également à celles des collaborateurs. Et on en vient, alors voilà un autre mode de représentation de ces parcours. On en vient au deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est la symétrie des attentions. Vous vous souvenez, j'ai dit que Thomas était très toxique. Alors si on regarde maintenant la courbe d'émotions de votre équipe d'accueil, on s'aperçoit que Thomas aussi est très toxique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il prend le téléphone, c'est pour passer un savon à vos équipes. Alors pourquoi il est désagréable ? Parce qu'en fait, il va vous reprocher d'avoir des procédures trop complexes. Forcément, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas lui qui est malade en étant fautif. Ce n'est pas une personne âgée qui ne connaît pas le digital qui est responsable. C'est... En tout cas, eux considèrent que c'est votre problème et c'est vous vous êtes le problème alors que vous devriez être finalement la solution. Alors Thomas, c'est pas le seul responsable en fait du mal-être des équipes. Il y a aussi autour de vos équipes le management, des process internes, les outils qui sont des éléments qui vont concourir au bien-être et au mal-être des collaborateurs. Et la symétrie des attentions, finalement, c'est prendre soin de vos équipes pour qu'elles puissent prendre soin de vos clients. Donc, la corrélation entre le bien-être des équipes et la qualité de service, elle coule de source dans l'exemple du restaurant. Et je vous l'ai évoqué tout à l'heure, quand vous rentrez, vous sentez l'ambiance. Par contre, et on imagine en plus assez aisément en fait, qu'il est impossible de produire un service de qualité quand soi-même on souffre. De manière un petit peu plus pragmatique sur un projet de refonte d'un espace client, par contre, parce que ça veut dire qu'on va aller voir d'un côté les clients pour comprendre leurs besoins, et on va aller voir les collaborateurs qui interviennent sur l'ensemble du parcours, en front et en back-office, pour identifier leurs souffrances, à réaliser telle ou telle tâche ou à accompagner tel ou tel comportement ou situation. Donc ça va permettre à chaque étape d'identifier des axes d'amélioration assez significatifs et concrets. Donc ensuite, fort de ces apprentissages, on est capable d'impliquer les collaborateurs, on est capable d'impliquer les clients dans des phases de co-conception, de tests. Voilà. Alors sur ce parcours assez finalement simplifié, vous allez avoir
En bleu, le conseiller. En jaune, le client, donc avec leur courbe des émotions respectives sur chaque étape. Et en fait, les principaux enjeux qu'on rencontre et qui amènent de la souffrance collaborateur, ça va être des interruptions de tâches qui vont générer des erreurs, des raccourcis, donc qui génèrent des erreurs plus tard dans le processus. Un raccourci, c'est effectivement, on n'a pas volontairement pas rempli un champ dans le logiciel parce qu'on n'avait pas l'info. Voilà. Des ruptures de service, c'est-à-dire des situations dans lesquelles le collaborateur n'a pas les informations, ni les outils, ni les solutions pour répondre à la situation. Et donc le manque aussi d'informations pour traiter les tâches. Et donc ça, on est capable, voilà, aujourd'hui on le modélise sur des parcours et on identifie à chaque endroit là où on rencontre ces problèmes. Alors pour finir, pour résumer, les 3 leviers de la symétrie des attentions, c'est le bien-être au travail, la performance des outils. Quand on a des outils qui ne fonctionnent pas, on ne peut pas rendre un service de qualité, et la qualité du management. Donc concrètement, ça veut dire que lorsque vous vous lancez dans un projet de digitalisation, avec comme objectif d'améliorer le parcours client, il faut déjà se poser la question en interne si les conditions sont réunies pour aller produire un service de qualité. Et ça veut dire aussi qu'il va falloir créer des équipes projets impliquant le marketing, la DSI et les RH pour pouvoir agir sur le service client, mais aussi sur les collaborateurs et accompagner cette dynamique du changement. Donc, en conclusion, ça paraît évident, mais n'oubliez pas de mettre l'humain au centre de vos projets digitaux. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, si vous avez des questions, je suis sur le stand 85 du groupe Sigma pour échanger avec vous. Merci à tous.